Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le droit du travail français, c'est souvent très technique, mais s'il y a bien un sujet qui met le feu aux poudres, c'est celui des heures supplémentaires non payées. En fait, il faut vraiment imaginer ce genre de contentieux comme un match de tennis, mais un match à très très haut risque. D'un côté du filet, on a le salarié qui affirme faire des heures à rallonge, de l'autre, l'employeur qui conteste tout, et la balle passe d'un camp à l'autre. Pendant longtemps, on va dire que les règles de ce match étaient un peu floues, ou en tout cas appliquées de façon assez inégale selon les tribunaux. Sauf que voilà, l'année 2025 a marqué un vrai tournant. La Cour de cassation, qui est un peu l'arbitre suprême ici, a lancé une véritable offensive pour redéfinir strictement les règles du jeu. Et c'est exactement cette mécanique implacable, avec ses conséquences financières assez énormes, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, la question centrale qui déclenche absolument tout, elle paraît toute simple. Au final, qui doit vraiment prouver ces heures supplémentaires ? Spontanément, on pourrait se dire que c'est à la personne qui réclame l'argent, donc le salarié, de prouver de façon irréfutable chaque minute de travail. C'est logique, non ? Ou bien, à l'inverse, on pourrait se dire que c'est à l'entreprise, puisqu'elle a tous les outils en main, de démontrer que non, le salarié n'a pas du tout dépassé ses horaires. Eh bien, c'est très exactement sur cette ligne de crête que se joue toute l'attention de notre match. Et pour comprendre qui doit taper la première balle et avec quelle force, il faut regarder le texte de base. Ce texte fondamental, c'est l'article L 3171-4 du Code du travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet article met en place un système de preuve qui n'est pas unilatéral, c'est un système partagé. Le texte nous dit concrètement qu'en cas de litige, le juge va se faire son opinion en regardant les éléments fournis par l'employeur d'un côté et les éléments fournis par le salarié de l'autre. Donc la charge de la preuve ne pèse sur personne de manière exclusive. Le juge scrute vraiment les deux côtés du cours. Mais attention, comme on va le voir, ce partage n'est pas tout à fait symétrique à 50-50. Il y a un standard bien précis pour savoir comment engager la partie. Commençons par la toute première étape. C'est le fameux service dans notre match juridique. C'est toujours le salarié qui engage la partie en saisissant le juge pour réclamer son argent. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il doit concrètement mettre sur la table pour que son service soit validé ? Est-ce qu'il doit ramener un historique parfait, limite certifié par huissier ? Ah, absolument pas. En réalité, la barre est placée à un niveau beaucoup plus stratégique que ça. En fait, la loi coupe cette charge de la preuve d'une façon hyper intéressante. Le salarié, son devoir à lui, c'est de présenter des éléments qu'on appelle suffisamment précis sur les heures non payées qu'il affirme avoir faites. Le but, ce n'est pas d'apporter une preuve absolue, mais juste de fournir assez de matière pour lancer le débat contradictoire. Et face à ça, l'employeur a sa propre obligation. Une fois que le salarié a servi avec ces éléments, l'entreprise est obligée de renvoyer la balle en fournissant de quoi, je cite, « justifier les horaires effectivement réalisés ». On voit bien que les rôles sont très orientés dès le départ. Mais concrètement, dans la vraie vie, c'est quoi un élément suffisamment précis ? Franchement, la jurisprudence est devenue ultra pragmatique là-dessus. Un simple petit tableau Excel fait par le salarié chez lui, ça passe. Prenez cette affaire assez incroyable de janvier 2025 avec un directeur des opérations. Le salarié a juste calculé ses heures en utilisant l'hora d'attache de ses premiers emails le matin et de ses derniers le soir. C'est validé. Pareil dans d'autres affaires récentes, des SMS qui parlent d'un règlement ou même de simples notes manuscrites sur un agenda. Ces documents n'ont pas du tout besoin d'être infaillibles ou parfaits. Il faut juste qu'ils soient assez descriptifs pour que l'employeur puisse y répondre. C'est ce qu'on appelle un commencement de preuve. Et ça suffit largement pour que la balle passe de l'autre côté du filet. Du coup, regardons ce qui se passe du côté de la direction. Une fois que le salarié a posé son tableau ou ses emails sur le bureau du juge, le service est validé, et là la pression change carrément de camp. L'employeur se retrouve avec l'obligation stricte, et je dis bien stricte, de retourner le service. Et sur ce point, les exigences de la Cour de cassation sont d'une rigueur absolue. Le texte est on ne peut plus clair, c'est l'employeur qui doit fournir les éléments pour justifier la réalité des horaires. Mais pourquoi est-ce que ça pèse si lourd sur ses épaules à lui ? Eh bien, tout simplement parce que contrôler le temps de travail, ça fait partie du pouvoir de direction de l'entreprise. C'est l'employeur qui a l'obligation légale de tenir les documents décomptes du temps de travail de ses équipes. Il ne peut pas juste débarquer, pointer le tableau du salarié du doigt et dire « non, mais c'est faux, il exagère ». C'est irrecevable. Il doit impérativement opposer ses propres données objectives. Et pour bien comprendre à quel point c'est sévère, il suffit de regarder quelles preuves sont acceptées pour la défense. Imaginez une boîte qui essaie de se couvrir en amenant des témoignages de collègues. Du genre « oui, je l'ai vu partir à 17h tous les jours ». C'est le cas typique d'un arrêt de juin 2025 concernant une boulangerie. 3 collègues ont témoigné noir sur blanc que le responsable partait tôt. La réponse de la haute juridiction ? Insuffisant. Pour le juge, des témoignages ou des attestations, ça ne remplace en aucun cas un vrai système d'enregistrement objectif. Il faut des pointages, des relevés de logiciels, du concret. Sans ça, l'employeur frappe complètement dans le vide. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, cette fameuse année 2025. Franchement, ça restera l'année du grand coup de poing sur la table. En à peine 8 mois, la Chambre sociale de la Cour de cassation
a sorti 4 arrêts massifs. L'objectif ? Recadrer fermement les cours d'appel qui avaient un peu tendance à oublier cette fameuse dynamique de la charge de la preuve. Le rythme a été complètement fou et a frappé aux 4 coins de la France. Le 22 janvier, on annule une décision de Bordeaux qui balayait les horodatages d'emails d'un cadre. Le 6 mai, c'est la Cour de Paris qui se fait sanctionner sur une histoire de forfait jour un peu floue. Le 11 juin, retour à Paris avec notre fameuse affaire de la boulangerie et des SMS. Et pour finir, le 24 septembre, la Cour de Toulouse se fait censurer dans une grosse affaire impliquant Airbus, où les juges avaient cru bien faire en recalculant minutieusement les pauses pour annuler les heures sup. À chaque fois, peu importe le statut du salarié ou le type de document amené au départ, le couperet est tombé. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est que la Cour a utilisé exactement la même phrase, tranchante, au mot près, dans ces 4 arrêts. Écoutez bien. La Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. C'est une vraie leçon de méthode. En gros, la Cour suprême ne reproche pas au juge d'avoir mal lu les documents. Elle leur reproche d'avoir jeté à la poubelle les tableaux parfois imparfaits des salariés, tout en fermant totalement les yeux sur le fait que l'employeur en face n'avait absolument rien d'objectif à présenter, et ce déséquilibre, c'est illégal. Or, et c'est capital de le comprendre, perdre cette première manche sur l'existence des heures supplémentaires, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ne pas avoir de système de contrôle du temps, ça déclenche ce qu'on appelle une cassation par voie de conséquence. En termes simples, c'est un véritable fait domino juridique et financier qui peut faire très mal. Voilà comment la cascade s'enchaîne, de façon presque automatique. Étape 1, les heures sont validées, parce que l'employeur n'a rien pour prouver le contraire. Étape 2, comme le salarié a trop travaillé sans aucun contrôle, on considère que l'entreprise a manqué à son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses équipes. Ça ouvre droit à des dommages et intérêts spécifiques. Et enfin, l'étape 3, la plus redoutée, le travail dissimulé. Ne pas déclarer ses heures et n'avoir aucun suivi du temps, ça permet souvent au juge de déduire qu'il y avait une intention de cacher ses heures. Résultat ? Une indemnité forfaitaire ultra punitive qui équivaut à 6 mois de salaire complet pour le salarié. La sanction est particulièrement lourde. Forcément, face à des enjeux financiers aussi considérables, il faut se poser la question du calendrier. Jusqu'à quand on peut remonter dans le temps pour réclamer tout ça ? C'est ce qu'on appelle la prescription légale et c'est ce qui va littéralement déterminer le montant final de la facture. Tout tient en un seul chiffre, 3. En droit français de la paye, la prescription est de 3 ans, ce qui veut dire qu'à la minute où l'action en justice est lancée, il est possible de demander le paiement rétroactif des heures supplémentaires sur les 3 dernières années civiles écoulées. Et 3 ans, ça laisse largement le temps d'accumuler des heures non payées, avec les majorations et avec les congés payés qui vont avec. On parle très vite de sommes qui atteignent des dizaines de milliers d'euros. Le temps ne pardonne absolument pas les trous dans les archives d'une entreprise. Donc si on résume la mécanique de façon totalement objective, tout tient sur un point d'équilibre très précis. Si le salarié débarque au tribunal les mains complètement vides, sans agenda ni email, fin de l'histoire. L'affaire est purement et simplement rejetée. Son service tape directement dans le filet. Par contre, s'il amène la moindre bricole un tant soit peu précise pour lancer le débat, la balle part de l'autre côté. Et à partir de cet instant, si l'employeur est incapable de sortir un suivi objectif et fiable des temps de présence, c'est la défaite assurée. Avec, on l'a vu, tout cet effet domino de condamnation financière derrière. Au final, après avoir décortiqué cette jurisprudence implacable 2025, ça pousse quand même à réfléchir sur nos façons de travailler aujourd'hui. On est à l'ère du télétravail, de la flexibilité à tout va, on est connecté en permanence via nos smartphones. La frontière entre le temps de repos et le temps de travail n'a jamais été aussi poreuse. Alors, vu la sévérité affichée par la Cour de cassation cette année, une question un peu provocatrice s'impose. Est-ce que les systèmes de suivi du temps dans les entreprises actuelles sont véritablement assez blindés pour renvoyer un service d'une telle puissance devant les tribunaux ? C'est une vraie réflexion de fond qui mérite toute notre attention. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux enjeux tout aussi passionnants.